Là, on est à un point où on se rend compte qu'on est au bout d'un itinéraire qu'on nous avait proposé. Et finalement, on a de gros doutes pour savoir si cette proposition pourrait être l'itinéraire des générations qui vont nous succéder. Sur ces jeunes vignes clonales, qu'est-ce qui se passait? Et c'est assez terrible, c'est-à-dire que le terroir n'arrivait pas à transcender le cépage. C'est-à-dire qu'on restait sur un côté variétal, alors que le but, c'est d'exprimer un sol et une origine. Notre croisade, entre guillemets, c'est la recherche du goût. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher dans cette diversité génétique, dans des terroirs, dans les parcellaires, dans les sols, un goût de grand vin, comme on l'appelle, qui donne cette émotion. Avant, on donnait beaucoup d'attention à l'œnologie. C'est-à-dire que le vin semblait plus important que la vigne. Maintenant, on réalise enfin l'importance de la vigne, mais on n'est qu'au début. Souvent, les gens disent « oui, mais une vigne, elle dure combien de temps ?» Eh bien, comme un homme, l'espérance de vie. Mais il faut lui donner un capital de départ, un bon capital. Nous, on est des passeurs, en fait, aujourd'hui. Et lorsqu'on plante un pied de vigne, on le plante aussi pour mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. Je n'ai jamais arraché une vigne, jamais. On remplace, c'est tout ce qu'on sait faire. Et tout ce que je veux savoir faire. Si on fait des plantes qui n'ont pas les moyens de survivre plus que 20 ans, s'il faut replanter tout le temps, ça c'est cher. Hein. Les vignes que je vais planter dans ces années 2020, comment je pourrais estimer qu'elles pourraient être là encore en 2080, 2090 ? On se pose tous ces questions. Nombreux sont les grands vins du monde, au goût unique, qui font face à une mort lente. Pourquoi ? Parce que la vigne dépérit. Si rien n'est entrepris dès à présent, le vin tel que nous l'aimons aura disparu avant la fin du siècle. Ce dépérissement, qui touche déjà 1/10 du vignoble français, n'est toujours pas bien compris. Le réchauffement climatique, en argument hâtivement dégainé, n'en est pas la seule cause. Il y a aussi un végétal qui manque cruellement de diversité, un végétal produit de façon industrielle et incapable de vieillir, mais aussi un végétal encore insuffisamment considéré par ceux qui le travaillent. Depuis le début des années 2000, au sein de sa pépinière, Lilian Berillon a pris la décision d'ouvrir une voie nouvelle, celle d'un modèle engagé pour une viticulture de qualité avec laquelle il s'agit avant tout de restituer au vignoble son histoire biologique et de revenir à des méthodes de culture fiables. Avec une équipe solide, amoureuse comme lui du plan de vigne, il part ainsi à la sauvegarde d'un patrimoine vieux de plusieurs millénaires. Sa pépinière accompagne désormais des vignerons à la recherche du goût, traduite dans leur grand vin. Elle est devenue un modèle pour une viticulture soucieuse de transmettre, une viticulture exigeante, prête à investir dans son végétal, tel un placement, tel un outil de valorisation. Sa passion pour le vin, ses convictions aussi, ont amené Lilian Berillon à solliciter des professionnels expérimentés et visionnaires. Des vignerons, une sommelière, un restaurateur, un scientifique, afin de les associer à cette cause. Ils ont accepté de cautionner cet engagement face au rajeunissement du vignoble qui fragilise dangereusement la notion de vin de terroir. Les témoignages sont clairs, très riches, émouvants parfois. Ils peuvent déranger, car ils bousculent les codes, mais le message essentiel est riche d'espoir, d'un avenir sans cesse à construire, de vin infiniment contemporain et d'une notion si belle, celle de la transmission. On visite les vignobles, c'est vrai qu'on voit dans différentes régions, c'est un moment avec beaucoup de préoccupation, parce qu'il y a beaucoup de mortalité. Et on voit aussi des manques de pieds, par exemple, dans des belles appellations. On voit les parcelles et on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. On n'a pas voulu voir les pratiques industrielles, agricoles, qui dérivaient. Et on n'a pas voulu voir que tout ça, ça allait dans le mur. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'on trouve ce chemin différent. Il y a une prise de conscience à faire. Aujourd'hui, le vignoble français dépérit. On a des vignes qui sont de moins en moins pérennes, qui durent une vingtaine d'années.
À contrario de vignes mères, de vignes des années 40, des années 50 qui vivent plus de 100 ans. Et là, le constat est fait et pourtant rien ne change. On utilise toujours des clones. Il y a même des subventions pour l'utilisation de ces clones-là. Alors que, voilà, il faudrait plutôt promouvoir une certaine diversité génétique. Toute cette réflexion au niveau de la diversité, elle est indispensable aujourd'hui. Et je pense en plus de ça qu'il faut qu'on se batte. Et c'est pour ça que j'ai accepté d'être interviewé par toi, Lilian. Parce que quand je vois aujourd'hui que je fais une plantation et que je n'ai aucune indemnité par l'État, alors que la sélection clonale est indemnisée à 100%, là tu dis il y a quand même un problème. Qui indemnise au moins à 30, 40, 50%. Nous, on est là depuis plus de 30 ans, on commence à avoir les épaules solides, on peut se permettre de mettre un certain prix en fait dans un plan qui sera le bon plan pour les 100 prochaines années. Mais comment un jeune vigneron qui vient de s'installer et qui n'est pas aidé par l'État pour mettre la plus grande diversité en fait dans son vignoble, comment tu veux parler d'avenir quoi? Même un enfant peut entendre que si tous les individus dans un parcelle clonal sont les mêmes, s'il y a une maladie, tout va réagir dans la même manière. Alors s'il y a du gel, s'il y a des maladies, parce qu'ils sont tous les mêmes. Alors il faut avoir des diversités, des plantes qui poussent un peu plus tard, Le peu de clones que j'avais des années 80, je les ai arrachés. Une mortalité assez élevée chaque année, du bois noir, du cornouet, beaucoup de coulures, des grains roses aussi sur les grenaches, beaucoup de roses, beaucoup de carences potassiques, beaucoup. De l'esca, enfin tout ce qui allait pas. Voilà. Donc, et en qualité de raisin, du coup, il n'y avait pas le fond, il n'y avait pas... Déjà, ça faisait quasiment plus de raisin, parce qu'au tri, on en jetait énormément, c'était pas au niveau. Et le peu qu'on récupérait, c'était vraiment décevant. Donc j'ai décidé de l'arracher, voilà, et revenir à des massales. Et vraiment, il y a une grosse différence sur l'expression déjà du végétal, du raisin, et la finalité, c'est sur les vins. On a quand même beaucoup plus de complexité aromatique et de finesse et de longueur, de profondeur sur les massales. C'est tout l'inverse de ce qu'on pensait dans les années 70 où on voulait que tout soit pareil. Je pense qu'aujourd'hui, vu les extrêmes climatiques que l'on rencontre, les orages qui peuvent arriver à un moment donné sur la fleur, eh bien, il vaut mieux que les stades de sensibilité dans la parcelle soient légèrement en décalage pour pouvoir être encore plus résilients. Alors certaines vont prendre l'orage au mauvais moment, et surtout quand on est en bio, on s'aperçoit qu'on a beaucoup moins de confort par l'absence des produits de synthèse contre les maladies, et donc on doit trouver des résiliences naturelles. On a la chance d'avoir des parents qui sont restés en bio, qui sont restés avec une culture extrêmement traditionnelle, de bon sens, d'agronomie, et qui a refusé aussi le clonage. Donc on a un potentiel génétique à Libian qui nous est transmis, dont on profite, qu'il faut non seulement entretenir, mais développer aussi ce potentiel. Mais on a une diversité au niveau de la sélection massale qui est indispensable dans la réalisation d'une grande bouteille, parce que c'est ce qui va amener la lumière dans le vin, l'énergie. C'est cette diversité qui va t'amener cette émotion-là. Des forêts naturelles, il y a toujours un mélange, une biodiversité très extrême. Tous les arbres ne sont pas le même âge. Alors il y a toujours des enfants, des arrière-enfants, de petits-enfants. Tu ne peux pas parler de biodynamie sans diversité. Donc tu es déjà obligé, dès le départ, à avoir une réflexion, je dirais, à travers justement la sélection massale, qui va nous amener des individus différents. Tout seul, t'es rien. T'es fort à travers le groupe. Et je trouve ça très important de remettre un peu ce végétal au cœur de tout cet héritage. On a tendance un peu à l'oublier. On parle de diversité partout, on parle de diversité au chai, de levure indigène, de micro-organismes, il faut se diversifier, de diversité de sol, de texture. Mais par contre, le végétal, aujourd'hui, il est uniformisé. Le végétal, il faut être dans les vignes tous les jours pour le voir évoluer, être réactif quand on le voit souffrir. Quand on voit qu'il y a un dépérissement ou qu'il y a des problèmes, il faut intervenir tout de suite. Moi, je suis rentrée par le végétal. C'est vraiment la vigne. Ça a été et c'est toujours mon engagement numéro 1.
Il y a eu ces questionnements sur le végétal. Donc Lilian, on a tout de suite beaucoup échangé ensemble sur voilà, comment adapter avec le changement climatique. Donc c'est toute cette réflexion sur le porte-greffe, parce qu'aujourd'hui, le porte-greffe utilisé par mon grand-père n'est pas celui qui marche le mieux aujourd'hui. Le choix du végétal, c'était très important. On en a beaucoup discuté entre nous, avec l'équipe, savoir quel type de vin on voulait déjà et quel végétal implanter sur quel type de porte-greffe. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve ce chemin différent qui passe par une première étape, pour nous, c'est rouvrir toutes les options, déjà, donc c'est la biodiversité, c'est repasser sur le bio, régénérer nos pratiques, retrouver des savoir-faire artisanaux qui redonnent du sens au métier à nos équipes, redonner la passion à nos équipes, parce que c'est eux qui font le goût du vin à la fin. Et c'est très important que ces équipes se réalisent dans la plénitude du métier. Même si on plante qu'une parcelle de grenache, choisissons la richesse, choisissons d'avoir plein de grenaches différents. Ce sera bien tous des grenaches et chacun nourrira et apportera à l'autre. Il y a 20 ans, les clones, c'était les mots que les viticulteurs ils prononçaient plus, et les choix des clones et les clones. Et aujourd'hui, on va dire, le discours a changé parce qu'après 20 ans, peut-être il y a des clones qui n'étaient pas satisfaisants. Et aussi, la richesse des vins, la complexité des vins, elle n'est pas là. Ça peut changer très rapidement, c'est-à-dire dans les années 80, même 90, le souci des sélections clonales de Syrah, c'était la production en sucre. Et quelques années après, la production en sucre est un vrai problème. Le danger, ce serait de faire la même erreur que nos prédécesseurs ont fait dans les années 70, c'est-à-dire de repérer 3 individus sur les 120 individus et de dire on va planter ceux-là parce qu'ils sont formidables. Mon père a fait une sélection sur des vignes qui étaient pré-phylloxériques. J'en ai fait une sur sa sélection. Et l'erreur qu'on ne voulait pas faire, c'est que Guillaume, notre fils, ne fasse pas une sélection de la sélection de la sélection. Donc là, voilà, on est sur une de nos vieilles parcelles, parce qu'on en a d'autres, mais celle-ci, c'est la plus vieille. J'ai des parcelles qui ont été plantées par mon arrière-grand-père, qui ont plus de 80 ans, sur lesquelles mon père a fait des sélections massales avec Lilian. Elle est belle, hein? Je la vois, elle se comporte mieux que certaines parcelles qui ont 30 ans, quoi. Ah, ben oui. 20 ans, comme tu dis, il y a un bel équilibre. Notre vignoble, depuis 20 ans, est complanté avec ces plants issus de sélection massale. Et voilà, c'était très important pour moi de continuer un peu tout ce travail qui a été fait. On a un cépage qui est très rare, qui n'existe que dans notre IGP, qui s'appelle le Mollard. Il y en a 15 hectares dans le monde, tous dans les Hautes-Alpes, et j'en ai 6 sur mon domaine. Autant vous dire que j'y suis vraiment très attachée. On a fait appel à Lilian Bérillon parce que mon père avait déjà fait, on va dire, une première partie de la sauvegarde. Et moi, je me suis dit que ce serait vraiment génial si j'arrivais à faire la deuxième tranche de la sauvegarde et à garder de la diversité à l'intérieur même de ce cépage en faisant une sélection massale. 33, 34, 35, 36. L'idée, c'est de venir presque en fin de saison, une fois que la vigne a quasiment fait tout son cycle, qu'elle a eu tous les stress possibles. Parce que finalement, c'est ça qui compte pour le vignon, c'est quand même d'avoir une vendange quantitative et qualitative. Donc de voir juste avant vendange si le pied se porte toujours bien et qu'il est capable, année après année, de produire correctement. On va peut-être en garder quelques-uns, dont celui-ci, je pense. Trouvant un pépiniériste qui nous permette d'améliorer, de détecter dans la sélection des individus qui sont très intéressants et de le mettre en collection avec d'autres individus, d'autres domaines viticoles de la même région, je trouvais ça pertinent. On demande beaucoup à la vigne. Donc si on demande beaucoup à la vigne, il faut que dès le départ, elle soit construite comme une marathonienne.
que ce soit une grande sportive, mais pas une sprinteuse de 10 ans. Il faut que ce soit une marathonienne de 60 ans, et c'est sur le temps long qu'on va qualifier la qualité d'un plant de vigne. Il faut savoir que c'est un végétal aujourd'hui qu'on agresse en permanence, dès la naissance, en fait, dès le point de greffe, dès la taille, les bourgeonnages, le rognage. Lorsque les gens vendangent à la machine, c'est une agression en fait qui est assez improbable. Je ne conçois pas de dire on va mettre tant d'euros dans la plantation pour dire bon maintenant c'est comme ça va se faire tout seul. Non, et du coup il faut être sûr que ça marche. Je ne vais pas acheter une voiture de sport et le mettre en plein soleil, sans entretien, sous la grêle, et dire oh elle va se gérer toute seule. Non, il y a un certain respect qu'on doit avoir vis-à-vis du plan, du travail qui a été fait. Je veux être sûr de ne pas rater la plantation. À ce prix-là, je ne vais pas en avoir faire 15 sur la même. Donc du coup, on est obligé de travailler. C'est ça que ça nous impose. La meilleure adaptation face au climat, c'est d'être à l'écoute de son agronomie. La parcelle de chenin, je la voyais commencer à souffrir un petit peu. Hop, on ressort les outils, on enlève de l'herbe, on gratte les sols, et hop, les petites vrilles ressortent, et c'est reparti. Le vignoble est tellement difficile chez nous, puisque le vignoble se cultive à la main principalement. Que tu travailles une vigne de clone, une belle vigne de sélection massale, c'est exactement le même travail. Et le même travail pour nous, ça veut dire la pioche, quoi. Ça veut dire la pioche. La greffe en fente anglaise qui est pratiquée par la pépinière Berillon est une greffe qui nécessite un savoir-faire important. Il est ce qu'il est, le vigneron, parce qu'on a inventé la greffe. Donc c'est difficile de confier aussi cette responsabilité à quelqu'un. Donc il faut qu'il y ait une vraie confiance. Oui, j'ai commencé à travailler avec des bouts de ficelle parce que la viticulture n'était pas prospère et on essayait d'économiser surtout. Mais lorsqu'il s'agissait de planter une vigne, c'est vrai qu'on faisait l'effort d'aller voir un pépiniériste qui nous proposait des sélections massales greffées en greffe anglaise. Le rythme de greffage permet au greffeur de vraiment sélectionner le matériel végétal en l'assemblant. Et ce tri visuel qui commence déjà au greffage permet ensuite de fournir un matériel végétal de très bonne qualité. On avait le pouce lourd. On le tournait dans un sens et dans l'autre. On regardait les 3 racines bien réparties. On regardait le diamètre de la moelle. Nous avons entrepris avec la pépinière Berillon des recherches anatomiques et histologiques sur la zone de soudure. Il faut donc qu'il y ait un cal de soudure qui se forme et que les jonctions vasculaires se reforment et qu'il y ait donc une connexion des bois et du phloème, ce qu'on appelle savamment le xylème et le phloème, qui vont transporter les sèves brutes et élaborées. On a vu que la greffe à l'anglaise, où on a énormément de contact entre les greffons et les racines, est très important. Alors, moi, j'ai toujours essayé de trouver un viveriste qui peut faire un greffe à l'anglaise. J'ai trouvé à bout, grâce à Dieu, et c'est superbe. Un des avantages de la fente anglaise, c'est qu'elle permet une meilleure sélection, un meilleur tri à la sortie de pépinière en termes de solidité de la soudure par rapport à la greffe en oméga, qui est une greffe un peu mécanique où la soudure peut être solide en sortie de pépinière, mais pour des raisons uniquement mécaniques. Je suis convaincu et observé beaucoup de fois que l'oméga, le greffon, l'oméga, je pense, c'est un des plus grands problèmes qu'on a aujourd'hui dans la viticulture. Et la greffe aussi, la greffe anglaise est importante. La plantation précédente, c'était de l'oméga, bien sûr. Donc l'oméga, quand on coupait les pieds qui étaient morts, il n'y avait plus de passage de sève. Donc c'est pas fait pour faire des vieilles vignes. Voilà. Nos anciens greffés en fente, c'était pas pour rien. Il n'y a pas de greffe parfaite
Et il y aura toujours au niveau de la soudure, si l'on fait des coupes au niveau de la greffe, on verra toujours des points de nécrose. Et donc l'objectif de nos études, de nos observations, de nos recherches ici, c'est d'essayer de réduire ces points de nécrose de manière à favoriser vraiment une très bonne connexion vasculaire entre le greffon et le porte-greffe. Même si ça fait partie de notre travail, de savoir greffer, j'allais aussi dire chacun son travail. Si tu veux. Et donc j'imagine que, on l'a bien vu en visitant la pépinière, qu'il y a un geste qui a été peaufiné, qui a été une réflexion qui a été entretenue et qui est beaucoup plus performant de votre côté. J'avais appelé la pépinière pour venir voir les bébés qu'on avait commandés en janvier précédemment. On y a été et c'est vrai que c'était un moment d'émotion. Quand je disais que le terroir, c'était cette rencontre entre un homme, une plante et un lieu, l'homme, par ses choix, détermine largement le terroir. Là, ces jeunes vignes, pour l'instant, on est en train de les découvrir et elles ont réellement le goût du lieu. Et ça nous émeut beaucoup. Le végétal a la capacité de transcender un lieu et de le rendre incomparable à une autre production avec la même variété dans un autre lieu. Je parle du tabac, je parle du thé, je parle du vin, je parle de l'herbe pour ce qui est des charcuteries, je parle de l'herbe, du lait et du fromage pour d'autres. C'est quelque chose d'incroyable d'avoir cette capacité de transcription. C'est un espace-temps qui est tellement long qu'avec une vigne, et c'est ça l'importance d'essayer de se donner le maximum de chance au départ, c'est qu'au bout de 20 ans, 20, 25, 30 ans, qu'on peut dire que ça a été une réussite, cette plantation. On a accepté cette contrainte financière au départ parce que c'était le choix de la qualité. On voulait faire peu mais bien, donc c'était comme une évidence. Et puis après, une fois qu'on a planté, qu'on a vu la vigueur des pieds, ça nous a beaucoup rassurés. En fait, on s'est dit qu'on avait fait le bon choix. Oui, le prix du plan n'est pas donné. Mais le rapport bénéfice-investissement est très favorable à planter un vignoble de cette nature. On est un petit domaine, on n'a pas des vins qu'on vend très cher. Et c'est aussi, on en est fiers de ça, d'avoir un vin démocratique pour tout le monde. On n'est pas assez riche pour acheter à bas prix, pour acheter pas cher. Parce que le pas cher coûte extrêmement cher quand on se projette dans le temps. Et je discute jamais les prix. Voilà. Je veux le meilleur, c'est tout. Il vaut mieux produire en moins et faire des grands vins. Et les amateurs sont friands de ce qu'on fait, donc ils sont très sensibles à notre démarche et ils sont là pour continuer à nous soutenir. On peut trouver des pinards à 2 € et des grandes bouteilles, des grands flacons de Bourgogne qui vaut 20 000 €. Oui. Si c'est 1 €, 10 €, je ne sais pas quoi, la plante, c'est rien comparé avec le temps. En évitant d'arracher tous les 20 ou 30 ans son terroir, on gagne de la productivité, on gagne des années de production, on gagne de la qualité également, puisque le vignoble évolue, mûrit, grandit, vieillit, prend des coups, réagit. Et le raisin est meilleur. Le terroir, c'est pas que le sol, c'est un tout. Et le végétal est déterminant. Une vigne qui tient 25 ans, alors qu'elle donne son maximum de potentiel qu'on doit arracher, ou une vigne qui coûte certes un peu plus cher, mais qui va durer 50, 60, 80 ans, et qui va s'exprimer pleinement pendant des décennies où elle débat. En ayant un patrimoine végétal durable au sens premier du terme, c'est-à-dire qui dure, qui soit résilient, qui fasse des bons produits, le patrimoine immobilier, le patrimoine financier évolue dans la même direction, c'est-à-dire vers le haut. Sur la partie viticole, c'est souvent un prix qui est rapporté à la valeur de l'appellation.
Ce qui pour moi est un peu réducteur, puisqu'il n'y a pas que la valeur de l'appellation, mais il y a aussi l'état végétal du vignoble. Si on décidait de revendre dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, il faut qu'on puisse inscrire ce patrimoine végétal aussi au bilan et apporter aussi une caution qualitative. Si on observe et on étudie, c'est pour améliorer donc la qualité du greffage et plus tard au vignoble, assurer la pérennité des vignes et la santé des plantes. En effet, une greffe qui n'est pas réussie va entraîner la mort du plant après sa plantation. Quand une greffe n'est pas réussie, ça ne se voit pas tout de suite. Une vigne, elle dit rien avant 30, j'ose pas dire, mais... En tout cas, 20 ans, non. Il faut au moins 30 ans, oui, pour qu'elle commence à parler un peu. Puis après 40, 50, 60. Une vigne, c'est vieux. Les boutonniers, ils ont plus de 100 ans. Mais le vrai vin, c'est un terroir, c'est un bon vigneron qui fait son travail normalement. Et surtout, d'un vignoble qui soit plutôt âgé. Voilà. Les vieilles vignes s'enracinent, la vigne extrait du sol, des éléments minéraux, tout un tas d'éléments qui font que ça se différencie. Quand on va en Bourgogne, il y a des vignes qui vont jusqu'à 7, 8 mètres, 10 mètres de profondeur ou plus. Le sous-sol, c'est la première des choses, la plus importante. Après, bon, à nous de soigner le sol comme il faut, pas trop, parce que, voilà, la vigne, il faut la laisser faire quand même. Les engrais, c'est exclu, ça va pas, c'est pas bien, il faut qu'elle trouve sa vie toute seule et qu'elle soit forte, pas grâce à nous, mais enfin avec nous. Voilà. C'est une équipe. On fait une équipe. On était allé à la Romanée-Conti le matin, l'après-midi, on était allé au domaine Leroy. Elle nous avait fait goûter le Musigny 99. Et je me souviens toujours, chaque fois que je vois Eric, pour lui, le plus grand vin qu'il ait bu, c'est le Musigny 99. Et Jérôme, c'est la même chose. Musigny, au tonneau, on l'a bu puisqu'il n'était pas en bouteille. Le Musigny 99, d'une manière, ça c'était absolument... C'est vrai que c'est un goût unique, ça. C'est des vins de... Ça vous laisse, vous voyez, on est quand même 24 ans plus tard, on a toujours ce souvenir en tête. Viticulture, il y a culture. La culture, c'est appréhender le temps long également. Et la viticulture, c'est le temps long. On est dans la notion du durable. Alors derrière nous, on a une œuvre de Philippe Pasqua. C'est le squelette d'une tortue préhistorique en bronze doré qui est prise dans un filet de pêche. On est toujours dans les mêmes sujets. C'est le rapport de l'homme à la nature. On doit bien la traiter, la nature. Même si dans notre tête, on se dit, c'est la discussion qu'on avait avec Lilian tout à l'heure, on se dit peut-être que il faudrait tomber des raisins pendant 5 ans ou 6 ans ou 7 ans, enfin peu importe, mais il faut travailler pour l'avenir et que il ne faut pas rêver. La viticulture de l'instantané, ça ne marche plus. Les vins de Loire, comme le Haut-Lieu de chez Huette, voilà, ça c'est en 1919. Ça c'est des vins fabuleux. Mais pour avoir une qualité pareille, il faut avoir des vieilles vignes, un grand terroir et un vigneron qui sache mettre tout ça en valeur. Le travail des sommeliers, c'est de voir la vigne, de voir d'où ils viennent les vins, et pas seulement ouvrir des grandes bouteilles, des millésimes anciennes, que c'est une expérience magnifique, mais il faut comprendre la vigne d'abord, pour après comprendre les vins en totalité. On a plutôt aujourd'hui des grands vignerons dans certaines régions qui sont des gens de bureau que des gens de terroir. Et le vin, il se fait où? Il se fait dans la vigne. Le vin, il ne se fait pas dans le sol, il se fait dans le sous-sol. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les jeunes vignes ne donnent pas des grands vins, des bons vins qui ne sont pas complexes, mais la complexité vient avec le temps. Si, au bout de 25 ans, le moment où le vin doit commencer à être au maximum de maturité, on est obligé d'éliminer le vignoble en le replantant, on passe à côté de notre projet. Des années comme ça renforce nos convictions sur le fait de choix des cépages endémiques comme le Grenache, le Carignan, le fait de planter des nouvelles plantations pour avoir de la vigueur, avoir des plantations qui soient bien implantées, avec de la puissance. C'est vrai qu'on peut faire des belles plantations qui donnent un très bon vin après 6 ou 7 ans, mais le vrai vin, ça vient beaucoup plus tard. Sur Hacienda Monasterio, un vignet de 64 hectares qui était planté, tout était greffé sur place.
mais quand même c'est un vignoble des 90. En 2018, c'est la première année où je trouvais que le vignoble a commencé à avoir une personnalité propre. Quand on voit la qualité de ce plan greffé, soudé, raciné, on comprend bien que l'objectif finalement du pépiniériste, c'est bien de fournir un matériel végétal de qualité qui va permettre au vignoble de durer 60 à 80 ans et de produire des raisins qui vont permettre d'élaborer des vins sur la complexité et sur la finesse. Ce qui me plaît dans cette parcelle là où on se trouve, là, c'est une parcelle de pinot noir. Et c'est cette multiplicité des individus. Il y a un porte-greffe qui a été sélectionné, défini en fonction de la qualité du sol, etc. Et cette biodiversité-là, elle me va très très bien dans la façon de penser à notre agriculture. Oui, je vous avais dit que la vigne, c'était comme un village. Que dedans, il y avait des parents, des bébés, des adultes, des adolescents et des vieux et des très vieux. Et puis que chez nous, on ne respecte pas les vieillards, mais là, les vieillards sont respectés. Les hommes, souvent, les vieux, 91 ans, moi je suis bientôt haute. J'ai bientôt fait mon temps, quoi, voilà. C'est vrai, du reste. Tandis que là, elles se supportent. Et au contraire, je pense que c'est les vieux qui donnent le meilleur, là. Ils donnent le moins, mais le meilleur. Quand il y a une vigne de plus de 20 ans, on fait vraiment la différence de cette vigne qui va 30 ans, 40 ans, 50 ans, je dirais, 50, 80. Ça va donner un équilibre supplémentaire, mais une expression aussi unique et complexe. Mais en bouche, je dirais, je pense que c'est une concentration, une force qui après, il s'attire et on se projette sur un potentiel de grains très long. Donc oui, c'est important, les vieilles vignes, c'est quelque chose qui en parle beaucoup. Ici, c'est vraiment 20 ans de travail de mes équipes et de l'équipe Berillon pour essayer d'identifier 113, 120 individus historiques. Certains doivent remonter du Moyen-Âge, quasiment, hein, des premières sélections ici de vignes. Aujourd'hui, il y a une vraie diversité. Il y a une diversité de couleurs déjà. On a des peaux qui marquent plus que d'autres. On voit des individus qui sont au moment de la vendange plutôt à 10,2, 10,3 d'alcool et d'autres qui sont déjà à 11,8 le même jour. Hein, donc là aussi, en termes d'adaptation au changement climatique, on voit des individus précoces et des individus tardifs. On voit des individus qui sont plutôt avec des bouquets intenses de fruits acidulés, de fruits frais, d'autres qui sont plutôt en puissance et en épaisseur. En fait, il y a une diversité impressionnante. Bon, j'enlève un peu l'herbe qui reste. Ça tire. C'est beau, hein? Là, il y a combien de cépages? 15. 15, tout en massale. Tout en fente. Voilà. Et mortalité, rien du tout. On a fait une sélection massale avec des pépinières liées en Berillon. Et donc, on a fait un petit peu le tour des vieilles vignes de la région qui m'intéressaient. Eux, déjà, avaient leur propre sélection sur les cépages que je n'avais pas sur le domaine. Et moi, de mon côté, j'avais quelques vieilles vignes aussi chez moi qui me plaisaient beaucoup. Et ailleurs. Et donc là, ça a été un suivi sur 2-3 ans de sélection sur vigne. Et c'est là que tu es obligé de compenser avec des porte-greffes plus vigoureux. C'est ça. Et tu vas baisser en qualité. La sauvegarde a commencé l'an dernier. Katia et Baptiste sont venus dans les vignes, dans cette parcelle centenaire de Mollard, où on a une belle diversité. Alors on a du Mollard et pas que, hein, puisque c'est un peu de la complantation. Un beau pied de Carignan. Hein. Ils ont sélectionné une quarantaine d'individus que l'on va suivre sur 3 ans pour voir comment ça évolue, s'il y a de la maladie, pas de la maladie. Et puis au bout des 3 ans, on espère avoir le maximum d'individus pour pouvoir refaire du matériel végétal et avoir à terme un conservatoire du Mollard avec un maximum d'individus au patrimoine génétique légèrement différent.
appris cette sélection massale sur le Vionnier, qui a été longue, qui a été compliquée, sur les vignes de mon grand-père, mais une aventure magique. Et alors on a commencé à se balader, mais il n'y a pas de chemin. Il a fallu essayer de découvrir les pieds qui feront l'objet de cette sélection. Et donc on a mis des petits rubans pour les identifier, ce qui surprenait beaucoup les équipes et qui aujourd'hui existe toujours. On avait besoin d'accompagnement. Et ça, la pépinière Bérillon l'a super bien fait. Hein. On avait besoin absolument de cet accompagnement parce qu'on s'était essayé un peu tout seul. Ça ne suffit pas. Ce travail-là, il est indispensable, nécessaire pour la pérennité de nos vignes. Je parle des miennes, mais je parle de la viticulture en général, parce que c'est là que tout se passe. C'est tellement beau que je ne sais pas où. On peut mettre une vie pour dénicher le grenache le plus raffiné, la syrah la plus fine, le cinsault le plus délicat. Voilà. Donc ça, c'est un travail perpétuel. Donc il faut sauvegarder toutes ces vieilles vignes et récupérer les bois. Il faut s'entourer des meilleures personnes qui vont m'aider en fait à créer mon propre conservatoire de façon à avoir sur le domaine notre propre sélection massale dans sa diversité. Bon, on est difficile, hein. Elle sait ce que je veux, Katia. Elle sait très bien là où elle doit prendre des bois et tout, hein. C'est très important, hein. Chaque parcelle a son autonomie, son identité, hein, je dirais, c'est ça exactement. Hein. Mais il faut prendre aussi des gens respectables, disons. Donc il faut prendre sur des beaux pieds. Mais elle sait, Katia. La sélection de massal, il faut que ce soit sur des parcelles plantées avant 1970. Donc là, c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors là, je regarde le feuillage. UVP de Carignan, pour m'assurer que je ne vois pas visuellement de symptômes de virose, notamment du cournouet. Je vais un peu plus en détail observer la forme des grappes. Voilà, je recherche plutôt des grappes un peu souples, pas trop compactes pour éviter la pourriture. Après, je regarde l'équilibre du pied, la répartition, son équilibre charge-végétation, qui est joli sur ce pied. Pour moi, c'est quand même les cépages qui ont de l'avenir, quoi. C'est les vieux cépages qui ont de l'avenir. Il ne faut pas jeter les vieux. Pour avoir des vieux, il faut aussi planter des jeunes. Parce que sinon, on ne va rien laisser. Sur nos vieilles parcelles sur lesquelles on fait des sélections massales, on a vraiment une qualité de jus qui est différente. Voilà, on a vraiment une texture en bouche, on a un vin de terroir, on peut dire ça. On ressent vraiment ce végétal, ce sol à travers ces vins, et c'est ça qui est aussi qui est assez magique dans ce métier. Éric Michel, il est sur la même commune que moi. Voilà, c'est le Crot de la Mure. Il n'y a pas beaucoup de vignerons comme ça qui ont une exigence, une notion de leur travail. Quand on voit leurs vignes, on les reconnaît directement par rapport aux autres. C'est comme chez Madame Leroy, c'est la même chose. Les vignes se reconnaissent tout de suite. Ça veut dire qu'ils ont un souci du végétal, du terroir qui se perd un peu aujourd'hui. Ça, c'est dommage. Mais heureusement qu'il y a des gens comme ça. Oui, ça, c'est la parcelle qu'on a plantée en 2009 sur Iparia. Tout mélangé. Ah là, il y a tous les cépages. Ça commence à venir, donc c'est quand même prometteur. Là, on sent vraiment le profil de ces argiles, de ce lieu, de cette parcelle. Non, je suis ravi. Hein. C'est même impressionnant. Avec un clone, c'est pas possible d'avoir ce niveau-là. C'est un autre monde. Voilà la carte des vins, quoi. Bon, écrite à la main. Vous voyez, Jérôme Bressy, il y a une page entière. Ouais, les prix sont un peu plus élevés. Ce métier de vigneron, c'est un métier à part entière. C'est un métier qui n'a pas été apprécié comme tel. Encore une fois, on a donné plus d'importance à des cuveries qu'à des pioches, des treuils, à ces savoirs du vignoble, à l'observation et autres. Et en fait, c'est clairement mon but. Pour moi, c'est de remettre le vigneron au cœur du sujet. Notre métier, c'est bien de cultiver un végétal, de le faire resplendir dans un lieu de façon à qu'il puisse saisir
ce côté extraordinaire du lieu et de l'amener au jus et de pouvoir le distribuer, c'est-à-dire de le partager au plus grand nombre. Il y a plein de vins industriels et je sais que 90% de monde entier, ça suffit. Pour eux, c'est du vin. Mais quand même, il y a des consommateurs du vin qui attendent quelque chose un peu plus profond. Et le vin est là aussi pour être émotion. Et pour ça, il faut de vraies vignes. Alors là, c'est une question de garder les vignes le plus longtemps possible, que peut produire quelque chose avec inspiration. Ça, c'est un bout d'eau. Voilà, bon mot. Ça, c'est le Richebourg, c'est la même famille. Ah, ben le Clos Vougeot, tiens. Il graissait encore un peu. Et voilà. C'est bon, merci beaucoup. C'est plus rond, c'est plus volumineux, c'est moins incisif. La Trissière, c'est très particulier. Ouais. La Trissière, c'est le premier après le Clos de la Roche. Et là, c'est un peu cette dureté du Clos de la Roche. On a tous remis. C'est qu'il ne faut pas rigoler. Hein. Sur le territoire dans lequel on est, en Languedoc, il fallait absolument avoir un végétal qui soit à la hauteur de nos ambitions et à hauteur de ce que notre planète mérite. Il y avait ce double questionnement, d'abord de vouloir faire un vin de qualité et de vouloir planter un végétal qui soit transmissible aux générations à venir. C'était absolument fondateur. On ne peut pas faire un grand domaine en 2 ans, en 3 ans, en 10 ans, en 15 ans, en 20 ans. On commence aujourd'hui à avoir une interprétation sur un grand domaine après 30, 40, 50 ans. C'est pas pour rien qu'il y a des grands domaines comme Jean-Louis Chave, comme la DRC, etc. Ce sont des domaines qui existent depuis déjà plusieurs générations. Il faut savoir transmettre. Aujourd'hui, on est plus dans la création de domaines pour le vendre. Moi, je suis en train de transmettre le domaine à mes enfants. Donc, tout ce que je fais là, si je ne le regarde pas dans la notion de transmission à mes enfants et à mes petits-enfants, automatiquement, ça veut dire que j'ai mal fait mon travail. La transmission, en fait, je pense, moi, pour l'avoir vécu avec mon père qui m'a transmis les terres, déjà à l'époque, c'était déjà un moment incroyable dans une vie, hein, d'avoir cette donation des terres, d'autant plus. Je trouve que ça a plus de sens que toute autre chose. Et en plus, le fait qu'il soit parti entre-temps, il a juste vu la première plantation. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'émotions aussi dans ces vignes. Hein. Il y a sa présence. Et puis, c'est ce qui fait aussi notre histoire, ça, c'est clair et net. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir ces vignes qui durent plusieurs générations? Parce que j'ai planté ces vignes, elles ne sont pas pour moi, elles sont pour Emma. C'est elle qui va en bénéficier largement, qui va pouvoir faire un vin qui soit l'expression de ce lieu. Mais aujourd'hui, c'est une vigne, elle dure 20 ans, donc c'est une génération. Nous-mêmes, entre confrères, entre vignerons, on est les dépositaires de ce patrimoine végétal, mais on n'en est pas propriétaire. Ça appartient au monde viticole, ça appartient à la nature et ça doit appartenir à tout le monde. Il faut juste mettre tout ça en musique et je pense que Lilian, il a cette approche très patrimoniale et très traditionnelle du monde de la viticulture. On met tout en place pour travailler en agriculture biologique, surtout en coteaux. On prend soin. Voilà, c'est du jardinage ici. On est tout à la main. On est sur échalas. On met tellement d'énergie et d'amour dans ces plantes. Mais la chose qu'on ne maîtrise pas finalement de départ, c'est ce que tu nous donnes, Lilian. Et c'est pour ça que c'est très important ce choix de ce plan. En fait, cette mission que Lilian a n'est pas destinée juste à quelques vignerons d'élite. On parle de la viticulture en général, on parle de patrimoine. Je pense que l'ensemble de la viticulture, du plus petit producteur qui s'installe au plus grand producteur qui fait des très grands vins, à nous tous incombe cette responsabilité de pérenniser ce vignoble et ce patrimoine végétal. Lilian et ses équipes ont été essentiels et très respectueux des ambitions et des choix qu'on a fait à la fin. Un conseil, pas de diktat. Et au final, je crois que c'est pour ça aussi que
L'aventure continue avec la pépinière, c'est qu'effectivement le respect des convictions des uns et des autres a été érigé comme principe au départ. Là, on a ramassé les caragnans blancs la semaine dernière, j'en ai des frissons. Donc là, c'est la première fois qu'on a des caragnans gris. Et on est plutôt assez content du résultat. La vigueur et les bois sont magnifiques. Malgré la chaleur qui a impacté un peu la fin août, qui a été assez violente. Notre objectif, c'est de garder nos cépages endémiques qui sont résistants à la sécheresse et au vent, puis quand même pas mal de fraîcheur. Ce changement climatique, ce réchauffement, ces épisodes climatiques hyper violents, ça nous oblige à être encore plus précis sur la petite vigne qu'on va planter, la façon dont on va la greffer, la préparation de sol. Plus rien ne nous est pardonné aujourd'hui avec la difficulté de la météo et du changement climatique. Je veux vraiment continuer ce travail qui a été fait par Lilian et d'autres vignerons, essayer de faire changer un peu les mentalités et puis surtout en parler. Là, il y a beaucoup de jeunes vignerons qui s'installent. C'est vrai que la Loire, on est quand même une région très dynamique. Il y a beaucoup de néo-vignerons et il faut en parler, il faut remettre un peu le végétal au cœur de tout ça. Si nous, on arrive à communiquer l'essentiel, à partager cette difficulté d'aujourd'hui, si on communique à prendre conscience de l'essentiel, de l'important, je pense qu'on peut changer même des gens qui avant ont pris des décisions différentes et qui, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on parle aujourd'hui, je pense qu'on est en train d'aider à changer des décisions clés pour les futurs. On est une maison chez Roederer, on a 7 générations dans la même famille, donc on vient de 1776. Et l'idée de la viticulture contemporaine, c'est de s'inscrire pleinement dans son héritage, tout en créant les vins de demain. Faire des vins uniques, des vins d'émotion, qui sont le résultat de la passion des hommes, le cadeau, l'héritage qu'on peut faire pour les générations suivantes. Pour arriver à avoir des vins comme ça, c'est à la base qu'il faut... C'est le travail du sol, le plan, le choix du végétal, la viticulture du vigneron et les choix dans la cave. Moi, j'ai envie que quand je sois mort, mes vins soient toujours là. J'ai toujours quelque chose à dire. On part de zéro entièrement dans nos têtes, sur la terre qu'on cultive. Nos vignes, on les a plantées, on les a vues grandir. On les voit faire du fruit, enfin, on est dans une espèce de naissance comme on a vécu quand on a eu nos enfants, quoi. C'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose qu'on vit pleinement, en fait. C'est la vie, tout change, on a de la chance, parce que tout peut changer en bien quand même, si on en prend soin. Il y a peut-être encore de l'espoir. Il y a de l'espoir si on met l'homme au cœur du sujet. Moi, je ne comprends pas de faire que de la théorie et de débarquer comme ça dans une exploitation. À mon sens, c'est pas... on ne peut pas y arriver. Donc c'est pour ça que je m'attache aussi à prendre des apprentis, à les former, à leur expliquer le métier, puis à leur donner envie, comme moi, on m'a donné envie quand j'ai fait mes études et que j'ai fait mes apprentissages. La survie de notre vignoble, encore une fois, c'est pas le problème du réchauffement climatique, c'est qui va travailler ces vignes. Le souci, c'est de continuer l'histoire le plus loin possible, et ça, on la continuera avec des jeunes vignerons investis qui sont porteurs du geste. Il faut qu'on arrive à faire des maîtres vignerons, qu'on arrive à considérer et valoriser comme tels. Qui vivent avec la vigne, qui regardent. Parce qu'en fait, c'est elle qui exprime ce qu'elle a besoin. Surtout qui ne regarde pas dans les livres ce qu'on fait. Qui regarde la vigne et qui sent ce dont elle a besoin, c'est tout. C'est un vigneron de Châteauneuf-du-Pape qui disait la grande différence entre Lilian et les autres pépiniéristes, c'est sa passion pour le vin. Oui, en effet, je suis passionné de vin, je voulais être vigneron. Mes copains sont des vignerons et j'ai la chance de crapahuter dans beaucoup de vignobles. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des vieilles vignes qui disparaissent petit à petit, et c'est normal parce qu'elles ont 80-100 ans. Et puis on voit un vignoble moderne qui est incapable de vieillir, et très vite on a de la mortalité. La réaction des vignerons, elle est très discutable. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu produire ce documentaire. C'est pour qu'il y ait une prise de conscience de la part de l'opinion, pas que de la viticulture, de la société en général.
Parce que si on ne réagit pas, et je remercie profondément chacun des intervenants pour leur témoignage, parce que si on ne réagit pas, eh bien, petit à petit, cette notion de terroir, de vin de terroir, elle disparaîtra. Et on laissera la place à un végétal incapable de vieillir. Donc on a voulu construire un modèle. Je dirais même qu'on veut ouvrir une voie. Et d'ailleurs, dans cette ouverture de voie, il y a un modèle de production qui est différent. Je suis obsédé par la qualité, par la réussite. Mon plus beau challenge serait de livrer à la viticulture un plan capable de vivre 100 ans. Je n'ai pas attendu ces dernières années pour considérer la biodiversité. Je n'ai pas attendu qu'on plante des arbres dans les vignes. Je n'ai pas attendu qu'il y ait des conférences à droite à gauche. Ça fait 20 ans qu'on a commencé. Comme on a remis en question toutes nos pratiques avec un souci du détail vraiment avéré. Mais ce végétal, aujourd'hui, qu'on met sur le marché, à partir de maintenant, oui, il est capable de vivre 100 ans. Si le vigneron prend le relais, il faut repenser sa viticulture. Il faut considérer le végétal et se retrousser les manches. Et c'est comme ça qu'on arrivera demain à faire perdurer cette notion de vin de terroir et, comme le disent certains, faire en sorte que ces vins deviennent des vins contemporains.